Je savais pas que l'événementiel, le but du jeu, c'était de tuer des gens en fait. Avoir une mairie de gauche pour un organisateur de soirée, c'est une galère permanente. Sinon, mes vigiles, ils vont te casser la gueule. En gros, l'école m'a dit non, mais conflit d'intérêt, tu peux pas être et président de BDE et avoir une agence événementielle. Et grosso modo, tu as déjà la moitié de ton équipe qui traite d'escrocs ou d'incompétents. Et le budget de dépense 1 dans l'événementiel, c'est que je t'ai fixé comme objectif de rencontrer 100 personnes par semaine. Non, ils ont aussi censuré des événements dès que j'ai récupéré les comptes. Il y avait 3 000 € sur le papier, sauf qu'en fait, il y avait 6 000 € de dette. Le patron, il me regarde, il me dit ah, il y a quelqu'un qui a pris un coup de couteau, mais à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte? Et là, je lui dis bah, à l'extérieur. Et il me dit on s'en fout. Bienvenue sur le podcast On se fait le bise. Aujourd'hui, on reçoit Xavier, 14 ans dans le milieu de l'événement à Paris, plusieurs boîtes au compteur, un festival rentable dans un secteur où 90% des gens perdent de l'argent, full légal dans un milieu qui ne l'est pas toujours debout après le Covid, les arnaques, les coups de couteau et les liquidations judiciaires. Le genre de parcours qui ressemble moins à un CV qu'à un film de gangster avec Al Pacino. Xavier, on commence par une question d'actualité. François Montana, t'en penses quoi? Je savais pas que l'événementiel, le but du jeu, c'était de tuer des gens en fait. Déjà pour démarrer. Donc, en fait, ils ont juste fait n'importe quoi. Tu reprends l'établissement, tu mets pas dans les normes ERP, dans les normes de sécurité. Au bout d'un moment, faut s'attendre aussi à que ça s'embrase, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Puis bon, au bout d'un moment, tu le feu dans ta boîte, tu te dis pas: «Ah ouais, faudrait que quand même mes clients puissent quitter l'établissement par précaution quand même». Non, non, tu fermes les portes parce que comme ça, tu es sûr que, derrière, si tu éteins l'incendie, tu pas perdu d'argent, ça vaut le coup, quoi. Puis bon, tu te barres avec la caisse tant qu'à faire. Puis bon, derrière, voilà, hein, tu en subis les conséquences au bout d'un moment. Belle introduction, on fire, si je me permets ce mauvais jeu de mots. On va attaquer tout de suite le vrai ou faux. Prêt? Allez, c'est parti, Le milieu techno-parisien, c'est un milieu mafieux. ça se discute. Heu, je suis obligé de j'ai pas le droit à des jokers, choses comme ça. T'as le droit à ce que tu veux. Bon, c'est plus vrai que faux quand même. Faire de la techno en full légal aujourd'hui, c'est se tirer une balle dans le pied. Ah non, ça par contre c'est faux. La, On est tec- la preuve avec chez nous d'ailleurs. la techno en France, c'est une culture, sauf pour l'État. Pour lui, c'est un problème d'ordre public. Ça se discute aussi, c'est plus faux, hein. Les meilleurs organisateurs des soirées que tu as croisées, la moitié avaient un casier. Ah non, ça c'est totalement faux ça. Ça par contre c'est totalement faux. La vraie raison pour laquelle les clubs ferment, c'est pas la réglementation, c'est que la Gen Z ne sait plus sortir. Alors ça, il y a une grosse partie de vrai, mais après il y a aussi des mutations, au niveau du marché qu'on fait qu'avant, il y a 15-20 ans, tu étais beaucoup plus, dans un style, je sors, je suis branché, je vais acheter des grosses bouteilles, pour un peu draguer des filles dans des clubs et tout. Et maintenant, il y a quand même une culture alternative et underground qui s'est clairement développée. On le voit, il y a de plus en plus de clubs, qui font, de la musique, électronique, notamment house. Un festival qui perd de l'argent la première année, c'est la norme. Alors normalement, oui. Je suis le contre-exemple, mais normalement, oui. On va en parler après. Un événement qui se remplit, c'est 20% de programmation et 80% de réseau et de réputation. Ça se discute. Ça se discute parce que, il y a déjà c'est bien d'avoir un bon artiste, hein. Moi, j'ai déjà vu des orgas qui prenaient des bons artistes et cetera, sur certaines niches et cetera et que ça soit de la trance, du hardcore ou autre, si au bout d'un moment, tu arrives pas à diffuser à ton public que, tu as ramené 3 DJ, de Berlin et de d'Hollande, ça sert à rien que tu les ramènes, en fait. Tu apprends plus en une galère d'événementiel qu'en 2 ans de business school. T'apprends pas les mêmes choses. Mais c'est vrai que tu apprends beaucoup plus sur le terrain que, en business school, ça je suis d'accord, pour avoir fait, les 2 en même temps du coup. Mais oui, tu apprends plus sur le terrain. L'événementiel dans le milieu de la nuit, c'est le secteur idéal pour blanchir de l'argent. Oh là là! Joker? C'est effectivement, ça peut être un bon truc, mais, actuellement, je pense que, tu vois, les gens qui ont besoin de blanchir de l'argent, ils iront pas dans le secteur de l'événementiel. Il y a des choses beaucoup plus simples.
que ça soit la création de kebab ou que ça soit la création Barbershop? de barbershop, de ce que tu veux. Mais après, il y a d'autres techniques. Tu as des techniques transfrontalières, tu as plein de techniques. Un entrepreneur qui n'a jamais failli couler, c'est soit un menteur, soit quelqu'un qui n'a jamais vraiment joué. Bah, c'est quelqu'un qui a gagné au loto, en fait. Il a gagné Euro-Million. Monter plusieurs boîtes en même temps, c'est souvent le signe que tu n'as pas encore trouvé ce qui marche vraiment. Ça se discute parce que techniquement, tu peux avoir une start-up et la définition d'une start-up, c'est quand même une entreprise qui n'a pas trouvé son business model et qui est dans de la croissance plus fulgurante que sur des PME. Donc en fait, ça se discute. Moi, dans mon cas, j'ai toujours essayé de faire des Lego, de faire des choses qui s'accumulent à mon business principal. Créer un festival aujourd'hui, c'est un acte d'inconscience entrepreneuriale. Certainement, c'est pour ça que je l'ai fait. À moi, c'est plus on me dit que c'est impossible, plus j'ai envie de rendre ça possible. Il n'y a pas à discuter là-dessus. On avait clairement une invitée avant toi qui nous a dit la même chose sur un autre projet qui n'a rien à voir. Ça parle de fleurs. Comme quoi. En France, mieux vaut être fonctionnaire que créateur d'emplois. Ça dépend comment tu vois le monde. Si tu veux avoir une petite vie pépère, ouais, fonctionnaire, c'est certainement un bon plan. Et entrepreneur, c'est certainement un mauvais plan. Mais au bout d'un moment, tu as quand même peu de chances de devenir riche en étant fonctionnaire. Puis, tu t'accomplis moins dans ta vie, peut-être. Ah, après, ça se discute parce qu'il y a des gens, ils vont me dire, mais si, moi, je suis fonctionnaire, j'ai deux gosses, ça va très bien dans la vie. Bon, ok, bah après, il y a des gens qui ont plus un goût d'aventure dans leur vie que d'autres, tout simplement. Les aides Covid pour l'événementiel a sauvé le milieu de la techno. Bah alors là, non. Et moi, dans mon cas, je les attends encore, mes aides. Mais bon, pour la restauration, c'est plus vrai, je pense. Avoir une mairie de gauche pour un organisateur de soirée, c'est une galère permanente. Ça se discute. C'est juste que soit la typologie de politique, c'est qu'au bout d'un moment, si le maire il te donne, et la préfecture te donne un accord pour faire un événement qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui est de grande ampleur, au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils respectent leurs paroles derrière et qu'ils ne tiennent pas l'event la veille ou 2 jours avant. Parce que forcément, bah, ça a des conséquences financières pour les organisateurs et il y en a un paquet qui ont coulé comme ça, hein. Merci pour ce vrai ou faux. On va maintenant passer à Histoire de bise pour un peu mieux te connaître et mieux comprendre comment tu es arrivé là. Alors, pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Alors, Xavier, tu as fait une école de commerce, tu es plutôt de bonne famille. Donc, tu aurais pu faire du conseil, de la finance, ou même rentrer dans une boîte du CAC 40. Et en fait, tu as décidé d'organiser des soirées techno. Du coup, est-ce que c'est une vocation ou c'est une rébellion? J'ai pas fait exprès, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je crois. Non, bah, du coup, je faisais les anniversaires de mes potes. De base, j'avais retaffé ma sixième, du coup, j'avais un an de plus que les autres et ils faisaient des parents, c'était bien quand même. Enfin, c'était moi qui m'engageais au niveau de l'alcool, tout ça, que ça se passe bien, etc. Et à l'époque, on faisait des petites listes en mode ouais, faut pas ramener machin parce que sinon il va s'engueuler avec machin. Allez, tout le monde cotise 10 €, on va à Carrefour, on péta les casiers à Carrefour. Et derrière, bah, on faisait la soirée, quoi. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. On a commencé à ramener des DJ, acheter des machines à fumer, etc. Puis non, tout le monde m'a dit, mais pourquoi t'organises pas en boîte en fait? Et là, j'ai pris 11 copains qui avaient pas mal d'amis sur Facebook. C'était le début de Facebook. Et on a organisé la toute première soirée qui s'appelait Osmose le 16 décembre 2011. Ça me rajeunit pas tout ça. Ah ouais, Et on a fait 550 personnes pour la première, ce qui était pas mal. pas mal, c'est pas mal. Mais alors du coup, je suis un petit peu à côté de la plaque avec ma question qui suit parce que moi, je pensais que c'était parce que tu avais été président du BDE de ton école et que c'était là que tout avait commencé. Mais en fait, non, ça a commencé déjà avant, de ce que je comprends. Euh, du coup, est-ce que c'est vraiment... Non, l'aspect président BDE de l'école, pour le coup, ça a tout détruit parce que ma première entreprise, c'était Temptation. Du coup, je faisais des soirées avec ça. Enfin, on a beaucoup organisé au Queen, notamment. On a fait Club Haussmann, on a fait un peu tous les clubs un peu stylés de l'époque. Euh, et en fait, le truc, c'est que quand je suis devenu président de BDE, j'avais commencé à transformer Temptation en un début d'agence d'événementiel et à côté qu'on organisait des soirées. Et en gros, l'école m'a dit non, mais conflit d'intérêts, tu peux pas être et président de BDE et avoir une agence d'événementiel, parce que sinon, c'est toi ton propre client. Bah oui, mais si je fais moins cher que les autres, est-ce que ça vaut pas le coup quand même?
Non, non, c'est pas possible, machin. Donc du coup, bah, C'est j'ai un peu fermé ma première boîte comme ça. Ouais. c'est un peu le comble pour une école de commerce qui t'empêche d'entreprendre. Ah bah surtout quand tu t'appelles école de dirigeant et créateur d'entreprise. Mais bon, En plus. ça c'était gratuit. C'est pour. En état gras. Donc, du coup, bah, tu as un petit peu répondu, parce qu'on se demandait un petit peu quel gamin t'étais. Est-ce que c'était le BDE qui t'avait transformé en ce que tu étais, justement, parce qu'en plus, tu as été censuré, comme je viens de nous l'expliquer. Mais de ce que j'ai bien compris, déjà à l'époque, gamin, tu étais celui qui organisait le truc. Bon, ils ont aussi censuré des events lorsque j'étais président de BDE. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré les comptes à environ, bah, il y avait 3 000 € sur le papier, sauf qu'en fait, il y avait 6 000 € de dette. Donc ça, c'était sympa. Nous, on avait quand même fait la campagne BDE la plus chère de l'histoire de l'école, avec 34 sponsors notamment. L'ancien record, bah, c'est moi, quand j'étais en première année, on avait 7 sponsors. Donc, du coup, ça step up. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en soutenance de fin d'année, on m'a expliqué que j'étais un mauvais gestionnaire, alors qu'ils m'ont bloqué des events et ils m'ont apporté très peu de soutien financier et même moral pendant toute l'année. Et grosso modo, bah, moi j'ai rendu les comptes à plus de 10 000 € en fait. Parce que j'ai fait un partenariat avec une banque notamment, et parce que les events étaient bien gérés, chose que en général les BDE, les events ils sont faits à l'arrache, les prix sont Ouais. faits à l'arrache, ça perd des soirées, enfin ça perd de l'argent sur chaque soirée. Donc au bout d'un moment, bon. Mais nous, ce qui nous a un peu sorti la tête de l'eau, c'est oui, c'est le fait que les events étaient bien gérés. Plus à côté, j'ai fait un partenariat avec une banque. Et en gros, quand les étudiants ouvraient un compte, ils gagnaient 100 € gratuits. Et nous, de l'autre côté, on gagnait 70. Et en fait, bah, on a fait offrir des comptes, mais à toutes les écoles. Tu as créé aussi ta première entreprise d'événementiel qui est devenue Show Me Event. On va mettre les liens, puisqu'elle est toujours en activité, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est une référence dans le monde de la nuit parisienne. Et puis, au bout de 8 ans, il y a eu le Covid. Et le C'est Covid, pas tout à fait au bout de 8 ans. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis mal renseigné, un de mes papiers. Non, je vais me permettre de reprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais Temptation de mes 18 ans à mes 24 ans. Après, j'ai été un an président de BDE. Ensuite, il y a eu un petit battement pendant 6 mois où il n'y avait rien. Et à ce moment-là, je voulais lancer Shomi. Sauf que c'était Shomi Music à l'époque. Du coup, le but du jeu, c'était de faire une sorte de Uber ou Amazon, mais où tu choisis et sélectionnes tes artistes, notamment quand tu es organisateur d'events, lorsque tu as un établissement ou pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Et en fait, au bout de 2 ans, ça ne marchait pas. Et j'ai un ancien client qui m'a appelé et qui m'a dit: «Écoute, voilà, j'ai vendu 150 places à 10 €, mais le lieu m'a planté, est-ce que tu peux me sauver?» Et à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à signer le contrat très facilement, très rapidement, avec un endroit où j'organisais sur l'île Saint-Louis, le Madame Louis. Maintenant, ça n'existe plus malheureusement. Et ça s'est fait de manière tellement simple. Et quand j'ai récupéré l'argent et que j'ai vu l'argent tomber sur mon compte, je me suis dit: «Mais attends, là, tu t'embêtes à vendre des artistes dans tout Paris, où les gens ils disent oui, mais au final, ils t'achètent pas pour gagner 30 à 100 balles par prestat. Là, tu viens de rentrer 1000 balles d'un coup en 5 minutes. Il y a peut-être un problème.» Et du coup, on a commencé à avoir et Shomi Music d'un côté pour continuer le booking d'artistes, et de l'autre côté, la partie événementielle de Shomi Events. Donc là, on est à peu près en 2019, chose comme ça. Puis bon, au bout d'un moment, on s'est dit, voilà, on va pas passer 95% de notre temps à faire 5% de chiffre d'affaires et inversement. Du coup, on a stoppé Shomi Music. Et à ce moment-là, on sort le site, on commence à avoir un début de clients, etc. Et il y a le Covid qui arrive. Voilà. Et on ne parle pas assez des personnes qui ont tout perdu dans l'événementiel pendant cette période. Beaucoup d'entrepreneurs, mais même pas que d'entrepreneurs, hein. C'est quand même. Bon, il y a des gens qui l'ont plus ou moins bien vécu. Moi, effectivement, je ne l'ai pas super bien vécu le Covid. C'était vraiment pas la meilleure phase de ma vie, mais il y a des gens, ça leur allait bien d'être tranquille dans leur appart avec leur copine ou leur mec et de toucher de l'argent sans rien faire. Après, c'est vrai, tout le monde de l'événementiel, justement, a été touché par le Covid, je aussi. Et du coup, Xiaomi est resté et beaucoup de boîtes ont coulé. Et toi, comment t'es resté après le Covid? Bah, simplement, on avait assez de fonds propres et j'ai coupé le maximum de coûts que je pouvais en termes de coûts de serveur et choses comme ça pour payer le moins cher possible. La bêtise que j'ai faite à l'époque, c'est que j'ai changé ma structure juridique. Je suis passé de SAS à grosso modo
profession intermédiaire et du coup, ils m'ont dit, «Non, mais en fait, ta boîte, elle est toute neuve, tu as pas de chiffre d'affaires, donc tu as 0 en aide, en fait». Ah, Ah OK. oui, c'est sympa. Merci État français d'ailleurs, Ouais, on vous aime. on est On gras aussi. l'embrasse. Donc, tu as survécu au Covid. On dit aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour les festoches, la première année, c'est 90% de pertes et 10% de miracles. Donc, ça fait 14 ans que tu es dans le milieu, tu es passé au travers de tout ça. Est-ce que tu es un peu le messie des soirées parisiennes? Toujours plus, toujours plus. Non, 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 je suis pas du tout le messie des soirées parisiennes, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi en plus. Donc non, non, je suis pas le Qui messie, mais je ça? fais mon petit bout de chemin. Ah, je veux pas donner, crédit à mes concurrents quand même. Ça se comprend. Mais non, non, il y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi, qui ont des agences qui sont beaucoup plus grosses. Après, moi, en tant que segmentation, au départ, on était vraiment sur une agence spécialisée pour les organisateurs de soirées, les labels euh, et bah, tout ce qui est collectif. Et en fait, les agences traditionnelles, elles étaient toutes positionnées type corporate, mariage ou particulier qui a vraiment beaucoup d'argent, tu vois, et BDE également de grandes écoles parce qu'il y avait un budget, etc. Et ils ne sont pas du tout intéressés à justement la montée des collectifs à côté, avec notamment bah, la culture de la musique électronique qui était en train de monter, en fait, tout simplement, et tout le changement qu'il y a eu dans l'événementiel vis-à-vis de ça. Merci pour cette partie. On va maintenant attaquer Biz to Success. On va savoir un petit peu comment ça fonctionne, même si tu nous en as déjà dit beaucoup. Tu nous as dit que ta première soirée, vous aviez fait 550 entrées. Du coup, ça s'est bien passé. Comment Moi, vous ça avez s'est fait pas bien ça? passé, non. Ah, vas-y, Alors, raconte. du coup, j'avais pris 11 amis à côté qui avaient du monde sur Facebook. Et je me suis dit, je les ai tous réunis dans un café. Et je leur ai dit, bon, les gars, on va faire une soirée et tout, dans une vraie boîte. Donc, j'ai trouvé l'endroit, il est très bien, etc. Je prenais bah, quelques DJ qu'on avait de connaissances. À l'époque, il y avait des gens sur Neuilly, ils étaient stylés, c'était les fraîcheurs et tout. Et en gros, ils avaient créé la Golden Family. Du coup, on avait pris deux DJ de la Golden Family, et après des DJ potes à côté. Et on a créé l'event sur Facebook. On a flyé pas mal à côté aussi. Et en fait, là où j'ai fait exprès, c'est que j'ai pris aussi des gens qui n'avaient pas les mêmes réseaux. Parce que c'est bien d'avoir 2000 amis sur Facebook, mais si tu as les mêmes 2000 amis que quelqu'un d'autre, ça sert à rien en fait. Du coup, dans l'idée, ils avaient tous un lycée différent. Et en fait, j'ai blindé la soirée en 15-20 ans, quoi. Et ouais, il y avait pas mal de mineurs. Alors du coup, le patron était pas au courant. Du coup, on a fait un système de bracelets improvisé pour les mineurs. Bon, déjà, il y avait ça. Commence à y avoir une énorme queue devant le club de l'époque qui était rue de Lappe. Je vais pas lui faire de pub parce que Ouais. vous allez voir la suite. Bref, le patron est à l'entrée avec un de mes caissiers. Donc, il encaisse, sauf qu'en fait, il touche une partie sur nos places. Les places étaient à 8 euros et nous, je crois, on gagnait 3,50 la place. Enfin, c'était ridicule. Déjà, l'arnaque a été pas mal, mais à côté, je devais avoir 10% du vestiaire et 10% du bar. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, alors déjà, au bout d'un moment, on m'appelle, on me dit, Zav, Zav, il y a quelqu'un qui a pris un coup de couteau. Quoi? Tout? Tu vas voir, tu vois quelqu'un qui, effectivement, a pris un coup de couteau. Tu te dis, bon, tu cours direct vers le patron à l'entrée, parce que lui, il a de l'expérience. Toi, tu viens d'avoir 18 ans, donc bon, voilà. Tu n'as pas trop l'habitude de voir ce genre de choses en vrai. Et dans l'idée, le patron, il me regarde, il me dit, euh, ah, il y a quelqu'un qui a pris un coup de couteau, mais à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte? Et là, je lui dis, bah, à l'extérieur. Et il me dit, bon, on s'en fout. Quoi? Ok, donc là, tu sors, t'appelles les pompiers, t'appelles les flics. Puis en fait, le moment où en fait, t'es avec les pompiers et les flics, c'est des deals de vigiles à l'entrée. Ils avaient bloqué la porte, donc plus personne rentrait. Parce que vous comprenez, le physio, qui en fait, je savais même pas que j'étais physio, mais bon, n'est pas devant. Donc en gros, on ne peut pas filtrer ce qu'on prend pas en termes de clientèle, etc. Donc bon, ça prend quand même 10-15 minutes qui sont un petit peu longues avec les pompiers et les flics pour expliquer en gros ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un type qui est sorti du bar en face, il a voulu gruger au niveau de la queue, et grosso modo, il y avait un petit couple, certainement des mineurs en plus, qui ont dit, bah non, tu passes pas comme ça. Et là, le mec a mis un coup de couteau, littéralement,
bah, sur le gars du couple et affinité d'histoire, bon, bah, voilà, vous l'avez. Ensuite, bon, il y a eu des vols au vestiaire, sinon c'est pas Mhm. marrant. Donc, je te dis pas les gens que j'ai dû rembourser parce qu'il y a une ou deux Canada Goose à l'époque qui se sont fait voler, donc c'est sympa. Sinon, bon, en termes de DJ, l'ambiance, très bien. Mais à un moment, il y a le patron qui me dit: «Viens voir et tout». Il m'enferme dans une pièce, avec un vigile, hein, voilà. Alors les 2 ils font un petit peu 100 kilos, bon, voilà. Puis grosso modo, il m'écrit un papier, il m'avait déjà sorti un papier que, en gros, je renonçais à prendre, sur le bar, sur les vestiaires, parce qu'il y avait pas assez de consommation soi-disant, alors que tu as des bouteilles qui sont parties, enfin, c'est n'importe quoi. Je veux bien qu'à la limite, les mineurs, OK, tu as servi des jus de pomme, mais à un moment, il y avait aussi des majeurs et des gens qui claquaient, quoi, donc faut pas non plus déconner. Et la finalité de l'histoire, c'est que, après, il me montre, les préventes qui étaient physiques à l'époque. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon caissier, à un moment, il est parti, tout simplement aux toilettes et qu'il a pris la pile, Les préventes. des préventes pas encore vendues et il l'a mis dans une sorte de poubelle, machin, qui en fait, c'était la pile des tickets vendus. Et évidemment, le caissier, il s'en est pas rendu compte. Et alors, en gros, on commence à faire les comptes, puis la finalité de l'histoire, c'est que je suis parti avec 3,06 € à partager à 12. Donc après, tu arrives, tu vas voir ton équipe, derrière, ils sont tout contents en mode: «Ouais, on a tout défoncé, c'est sûr, on va tous avoir au moins 200 balles». Les gars. Les gars, je vous explique, j'ai 3,06 € à partager à 12. Tout le monde qui me dit: «Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé?» Je leur explique et grosso modo, tu as déjà la moitié de ton équipe qui traite, d'escrocs ou d'incompétents, ou les 2 en fait et qui se barre. Bon, ils me laissent la note au café, hein, faut pas déconner et tu as l'autre partie qui me dit: «Mais c'est bien quand même, on a fait une bonne soirée. Bon là, tu t'es fait avoir, mais On a appris. on a appris et c'est pas grave, la prochaine fois, on va pas se faire avoir» et c'est comme ça qu'on a créé, Temptation à l'époque. Comme dirait une grande partie de notre public, il faut savoir recevoir les cadeaux que la vie t'offre. Même les difficultés sont des cadeaux mal emballés. Ah, faut prendre les opportunités, hein. Ben, merci pour cette histoire qui est vraiment, je pense qu'on vient de découvrir quelque chose que, enfin, moi, j'avais pas idée. Je me doutais bien qu'il y avait des trafics, mais ces histoires de pré-vente, enfin, vraiment, tu sens que du début jusqu'à la fin, eux, en face, ils savent ce qu'ils font, quoi. Oui, Ils savent clairement, ouais, comment arnaquer les petits nouveaux. clairement. Ça se sent. On va passer maintenant à Biz to Success. Donc là, on va un petit peu plus développer ton business, même si là, on en a clairement beaucoup parlé. Alors, donc, dans une soirée techno, la marge, elle est faite où? Elle est faite sur le bar, elle est faite sur les entrées, elle est faite sur, où elle Bah, est ça faite? dépend déjà, totalement du deal, que tu as signé au départ. Si tu es dans un deal de club, type programmation, par exemple, à la Rotonde, au Rex, choses comme ça, heu, c'est plutôt tu vas payer très peu. Mmh. Potentiellement, tu vas payer un prix d'entrée et à côté, bah, c'est toi qui vas payer pour les artistes, c'est toi qui vas payer, bah, pour la communication et le club à côté, évidemment relaie ta communication et en gros, bah, tu prends un pourcentage sur les entrées. Mmh. Voilà. OK. Après, tu peux aussi négocier avec le club, quelques frais d'artiste, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que tu as été manager d'artiste aussi. Et pourquoi tu as réduit cette activité? C'est pas rentable? Est-ce que c'est pas compatible avec ce que tu fais maintenant? C'est peut-être En autre fait, tu chose. donnes beaucoup de temps, à des artistes qui, derrière se disent, bon, sont un peu à la cool de temps en temps et en fait, qui ne comprennent pas, bah, que toi, au bout d'un moment, tu passes, du temps à envoyer leurs press kits à des festivals et cetera et quand, par exemple, il faut t'envoyer une vidéo, de 20 minutes alors que, en fait, bah, toutes les vidéos, elles sont de 30 minutes et que l'artiste est au courant que, moi, j'ai pas les compétences, techniques pour le faire et que lui, il les a. Bon, au bout d'un moment, ça te prend, 10 secondes de cut ta vidéo et voilà. Alors, après, si c'était à refaire, évidemment, j'aurais dû apprendre à savoir cut la vidéo, mais au bout d'un moment, ça prend pas longtemps, à la personne en question. Envoie les cuts, en fait, c'est tout simplement et qu'on continue à voir si, bah, si on commence à évoluer au niveau de la DA du festival, parce que souvent, c'est en plusieurs tours. Et en fait, quand tu as déjà passé les 2 premiers tours et que le troisième on te demande une vidéo de 20 minutes alors qu'il y a que des vidéos de 30 minutes sur YouTube, bah, envoie-moi la vidéo de 20 minutes qu'on puisse continuer, en fait. Et après, bon, il y a les trahisons aussi. Mhm. Ça joue. Ouais. Ça, il y a eu beaucoup. Puis bon, tu passes beaucoup de temps pour, pas gagner grand-chose, en vrai. Puis tu peux pas être sur tous les fronts, non.
Et du coup, oui, ça, tu as une expérience, ça fait 14 ans quand même que tu es dans l'événementiel. Hem, Avant, par rapport à il y a 14 ans, quelle est la grosse différence, dans la manière dont tu remplis tes salles, dont tu vends tes billets? Bah, déjà, on a commencé à l'époque, on faisait beaucoup de street marketing. Donc, en fait, de mettre des affiches à gauche, à droite, faire des flyers, les distribuer, pitcher un peu la soirée. Quand j'étais jeune, je m'étais fixé, alors ça, c'est dès mes 16 ans, avant même d'organiser des soirées, je m'étais fixé comme objectif de rencontrer 100 personnes par semaine. OK. Et après, quand j'ai commencé à organiser des soirées, alors d'ailleurs, ça devenait un peu trop malsain à un moment, c'est pour ça Tu que arrives à j'ai compter? arrêté. Bah, je comptais, voilà, je veux rencontrer 100 personnes par OK. semaine, leur dire, voilà, si tu veux, j'organise des soirées, c'est cool, viens à mes soirées, en fait. Et en fait, bon, bah, je remplissais vraiment beaucoup les événements comme ça. Maintenant, tu as eu. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de Facebook aussi. Là, Facebook, c'est fini. C'est Instagram, TikTok et les billetteries type Shotgun Dice qui t'aident à remplir les soirées. Et bon, voilà, il faut fédérer une communauté sur les réseaux sociaux Mmh. et aussi sur les plateformes parce que maintenant, de billetterie, parce que maintenant, ils te le permettent. Mmh. Nous, dans le cas de Xiaomi, on est à peu près 16 000 followers sur Insta. Mmh. Bon, on n'a pas TikTok. Bon, ça va falloir qu'on s'y mette, mais c'est aussi parce qu'on veut avoir une clientèle plus dans les trentenaires qu'une clientèle plus dans les 20. Ouais, tu veux pas recommencer sur les mineurs comme sur ta première soirée? Non, je crois que dans on me demande de temps en temps si des mineurs ils peuvent venir et tout, et je dis non, ça ira, je vous assure. Non, non, ça ira, j'ai plus envie de faire des soirées pour les mineurs et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice. Parce que j'ai un mineur, on le sait pas, vas-y, Ah oui, il a pris dans un verre, etc. Puis en fait, il est bourré. Et puis en fait, voilà, non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, ça ira. Oui, puis on rappelle à l'époque, bon, parce que là je fais le parallèle, tu avais 18 ans, c'était la première soirée. Non, mais là, T'avais il le l'expérience, savait t'avais quand une même, il y vie, avait un quoi. système de bracelet, enfin, c'était contrôlé Oui, quand même, c'était pas du n'importe quoi non plus ce qu'on avait fait, quoi. ouais. Enfin, le reste était du n'importe quoi, mais il n'y avait pas tout qui était de notre ressort quand même dans l'histoire, hein. Et c'est quoi ton poste de dépense le plus sous-estimé par les gens qui veulent se lancer dans l'événementiel? À Paris, les lieux. Parce qu'à Paris, tu as beaucoup de collectifs qui viennent me voir, qui me disent: «Ouais, j'étais artiste, et cetera». Bah oui, très bien, et ton budget pour le lieu? Bah, j'en ai pas. Bah, c'est cool, mais le budget de dépense 1 dans l'événementiel, c'est le lieu à Paris, clairement, et en Île-de-France. Il y a pas à discuter, et en fait, eux, dans leur tête, «Ah non, mais le lieu, c'est le truc qu'on paye à la fin». Et attends, 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 et au bout d'un moment, tu sais combien ça coûte d'acheter un lieu, surtout en France? Mmh. Les taxes qu'il y a dessus, et cetera. Enfin, c'est d'abord tu payes le lieu, tu peux payer quelques artistes en avance, OK, pour des guests, et cetera, mais tu as déjà trouvé un lieu au niveau de ton business plan, et pas, «Ah bon, je vais appeler tout le monde pour essayer de trouver un lieu, juste parce que tu as booké des artistes et que j'ai envoyé l'événement sur Shotgun». Bah non, ça se passe pas comme ça. En amont, il faut que tu aies déjà des pistes de lieux, et si possible que tu aies déjà signé le lieu avant de lancer ta date. Parce que ça, c'est un truc dans la techno à Paris, et d'ailleurs il y a un peu la house où ça fait un peu ça, mais je veux dire, c'est du jamais vu. Dans des soirées afro ou musique du monde ou n'importe quoi, jamais les gens ils vont balancer l'event sur les réseaux alors qu'ils n'ont pas signé le lieu. Ça n'existe pas. Clairement, c'est n'importe quoi. J'ai un parallèle, hein. J'ai organisé mon mariage cette année. Je demande à n'importe qui, est-ce que tu organises ton mariage? Est-ce que tu envoies les invitations alors que tu ne sais pas encore où est-ce que tu le fais? Oui, bah ça, Et, c'est un peu ça. et en termes de budget, après le traiteur, parce que la bouffe, ça coûte extrêmement cher, c'est plus ou moins le premier ou le deuxième budget. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait pas le plus gros budget dans la soirée aussi, en fait. Alors C'est clairement ce qui coûte le plus cher, c'est le lieu et la bouffe. justement, dans le milieu de la techno, ces derniers temps, justement, tu as de plus en plus de soirées où, c'est prêt de place, jusqu'en dernière minute. Est-ce que tu penses que c'est justement des Bah, gens c'est pas que qui je pense, c'est que je sais déjà dans certains voilà, cas, parce que souvent je suis quand même appelé. voilà. Parce qu'on n'est pas beaucoup à vendre des lieux type warehouse en Île-de-France. On est même très peu, et les autres sont pas forcément recommandables. Donc c'est pour ça, les gens, quand ils veulent pas avoir d'emmerde, il vaut mieux qu'ils m'appellent moi. Le problème, c'est que des fois, on me demande des choses qui sont totalement impossibles. Mmh. Mais tu disais que tout était possible à partir du moment où on te disait que c'était impossible. Alors, j'ai un client une fois, il m'appelle, il est type lundi matin.
Et il me dit, voilà, là, je veux faire un after dimanche. J'ai déjà sorti l'event. Ça marche très bien. J'ai vendu 700 places et tout. Super, ok. Et l'event, je veux qu'il soit de 8 heures du matin à 7 heures du matin le lendemain. Donc, oui, bon, en gros, je veux juste un 23 heures, ok. D'event, ok. Alors, je veux un open air, machin et tout. Ok, super. Et sinon, tes places, tu les as vendues à combien? Bah, en fait, je t'explique, c'est des places gratuites. Ok. Et du coup, tu comptes te rémunérer comment? Bah, en fait, moi, je vais prendre une partie sur le bar. Ok, très bien. C'est quoi ton budget pour le lieu? Ah, bah, j'en ai pas. Ah oui, et là, je lui ai dit, écoute, à moins d'un miracle, je vais pas trouver. Et alors, le miracle est vraiment arrivé, puisque 2 jours plus tard, je tombe sur un spot à Ivry. Et au niveau du deal, ça peut correspondre parfaitement, etc. Du coup, je l'appelle, je lui fais faire la visite le jeudi, c'est signé le jeudi soir. Et entre-temps, le DA avec qui j'ai signé s'est fait virer le vendredi. Ah oui, alors là, ça c'était bien. Donc le patron m'appelle et tout, et il m'explique que je vais devoir traiter avec un nouveau DA. Bon, ok, très bien. La nouvelle DA, ben, en gros, elle voulait me changer toutes mes clauses de contrat, sauf que moi j'ai déjà signé avec le client. Alors, heureusement, tu as un délai de rétractation, surtout sur le fait qu'on était sur des plans très courts, etc. 24 heures. Donc on a réussi à se rattraper. Et bon, alors j'ai très très mal gagné ma vie là-dessus, parce que je crois que je sais même pas si j'ai pris plus de 150 euros là-dessus. Par contre, le client, il était bien. Lui, il a eu son truc. Alors, on a un peu réduit quand même les délais. Faut pas abuser non plus. Mais il a eu sa soirée, etc. Et alors, le plus drôle, c'est sa numéro 2 à l'époque qui vient me voir à un moment et qui me dit ah, mais en fait, je sais pas si on va te payer, etc. Et moi, du coup, j'avais pas mes TPE au bar, c'était les TPE de l'établissement direct. Les entrées, c'est des entrées gratuites. Je suis tributaire de ce qu'ils vont nous lâcher au bar. Et sauf que, en gros, ils se sont un petit peu démerdés pour que ça aille sur leur compte directement. Et donc, potentiellement derrière, s'ils veulent pas te payer, ils ne me payent pas en fait. Oui, tu as bien Sauf que fait moi, de vérifier. je leur ai sorti je leur ai sorti un miracle en fait, tout simplement. Et du coup, bon, derrière, ils m'ont fait une passe D plus tard pour voilà, mais là, ils ont eu un miracle de Show Me Events comme quoi ça reste possible. Mais j'ai déjà eu des gens qui m'appellent le vendredi matin et qui me disent voilà, j'ai une soirée le vendredi soir, je me suis fait planter spot, t'as quoi pour moi? Et on a quand même notre taux de réussite là-dessus. Mais de temps en temps, ils me disent j'ai pas de budget, j'ai 1000 euros de budget, j'ai vendu 700 balles à 5 euros. Enfin, 700 places à 5 euros, bon, au bout d'un moment, voilà, faut aussi être sérieux. T'es en Ile-de-France, t'es pas, je sais pas, à Bordeaux ou ailleurs, quoi. C'est pas les mêmes budgets. C'est vraiment une bonne transition puisque tu viens de nous parler des risques qu'on peut prendre quand on n'évalue pas tout. Alors, vous savez, l'année dernière, tu as organisé un festival, ton premier festival, et en général, 90% des gens qui organisent leur premier festival sont à perte. Et toi, tu as été rentable, comment tu as fait? Alors déjà, il faut savoir que malheureusement, ça a été annulé l'année d'avant, à cause notamment des JO. Et en fait, tu as eu une base militaire qui a été établie là où tu as la foire du trône. Ok. Donc en fait, pour des raisons un peu de sécurité, ils nous ont dit voilà, en vrai, le faites pas. Ça risque d'être trop compliqué, ça risque d'être annulé au dernier moment, etc. Donc on a tout annulé à ce moment-là. Ça devait s'appeler Son of Himalaya. Et du coup, on est revenu avec un nouveau concept, Son of Tibet, euh, où en gros l'idée, c'est le vendredi, je m'occupe de l'ADA, je m'occupe de tout en termes de technique, etc. Le samedi, c'est directement les Tibétains, parce qu'en fait, c'est un festival tourné autour du Tibet, qui s'occupe de la direction artistique, et le dimanche également. Après, moi, le vendredi, dans ce que je dois organiser, il me donne quand même un cahier des charges avec ce que j'ai le droit de faire, ce qu'ils veulent pas en termes de musique, etc. Et du coup, l'an dernier, on a réussi à tout organiser en un mois et demi. Ça relève pratiquement de l'impossible, mais on a réussi à le faire. Heureusement qu'on avait tous les contacts d'avance, que ce soit en termes de son, en termes de lumière, en termes de avec quel partenaire travailler sur quelles questions, les stands, etc. Et ça, effectivement, si tu n'as pas 10 ans d'expérience avant, avec du réseau, tu peux pas le faire. C'est pas possible. On a essayé de couper les coûts au maximum sur beaucoup de choses, mais garder quand même une scène qui envoie,
On avait Mayhem en artiste quand même, on avait DJ Angel, Chéché, Henri Bongo et Colin qui ont fait le warm-up de 16h à 20h avec de la house. Euh, du coup, ça s'est bien passé, on a fait 1700 personnes le vendredi. Le samedi, ils ont fait 2006 et le dimanche, où c'est un peu plus traditionnel tibétain, avec seulement des danses traditionnelles tibétaines, il y avait 600 personnes. Cette année, bon, bah, je vais annoncer un vrai chiffre, on vise 7000 personnes le vendredi. Ah, Oui, on monte un petit peu de niveau, on monte de budget. Là on va attaquer un plus gros morceau. Là. Et t'as déjà la date? Alors, c'est le 12 juin 2026. Le flyer va s'afficher ici. Ok. On va le mettre aussi en lien dans la description. Bah, merci beaucoup. Alors, du coup, ça se passe à la Grande Pagode, qui est le temple tibétain officiel qui se situe dans le bois de Vincennes, côté 12e, à côté du lac Daumesnil, pas très loin de la Foire du Trône. Et en fait, on a un gros bout du bois de Vincennes également qu'on privatise pour l'occasion. Là, je suis en fin d'avoir les autorisations, mais normalement, il n'y aura pas de problème pour les avoir. Donc voilà. Et le changement de mairie ne pourrait pas changer, le changement de maire ne pourrait pas changer quelque chose. Effectivement. Normalement, non. Après, on verra. Mais normalement, non. Ok. j'aimerais bien te poser une question qui n'a plus rien à voir sans transition. Je m'en fous des transitions. À quel moment un entrepreneur de la nuit doit arrêter de réinvestir dans ses soirées et commencer à placer son argent ailleurs? Parce que je sais que tu fais des petits trucs à droite à gauche. Quel conseil tu donnerais là-dessus? Alors, faut savoir à un moment, quand les événements sont trop gros, ne pas les faire. Parce que c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, c'est quand quelqu'un te dit «Eh, écoute, viens, on fait une coproduction, on va faire un event à 2000 personnes». Et que tu lui dis OK, et qu'au final, il te fait 400, et qu'en fait, tu as perdu de l'argent sur l'event et lui aussi. Là, ça sert à rien. Faut maintenant, bon, faut avoir le nez de temps en temps pour sentir les gens qui t'emmènent dans une aventure qu'ils sont pas capables de gérer. Et du coup, il faut faire attention à ça. Et au bout d'un moment, tu peux pas avoir non plus 15 concepts qui tournent que tu lances en même temps. C'est pas possible. Donc, il faut diversifier. Et de toute façon, la diversification, c'est clairement la clé de l'épargne et de ta liberté financière. Donc, moi, dans mon cas, oui, j'ai investi en bourse et je suis également membre du Blast Club. Donc, c'est l'investissement dans du private equity early stage. Donc, en fait, dans des sociétés qui ont un gros potentiel de croissance, qui sont toutes des startups avec des très très beaux projets. Franchement, le Blast Club, j'en suis pas déçu parce qu'il y a vraiment des très très beaux projets qui sont présentés. Et du coup, tu sais très bien que tu as peut-être une startup sur 10 qui va te faire un x50 et que peut-être les 9 autres startups où tu as investi, tu vas perdre de l'argent dessus. Après, il faut prendre en compte que bon, tu as les frais du Blast Club d'un côté et tu as la flat tax française à 32%, si je dis pas de bêtises. 31,2. C'est une montée l'autre jour. Alors Et qu'avant, c'était à 30. encore monté? Non, parce ils sont passés, on est passé de 30 à 31,2 il y a genre un mois et demi. Oui, bah alors ça doit être ça. Ça Ouais. doit être ça. C'est pas 32 encore. Hein. Mais Oui, bon, on est plus qu'à ça 0,8. ne saurait tarder quand même. Ça ne saurait tarder malheureusement. Et oui, il faut se diversifier. Et à un moment, moi c'est pareil en termes de business. Je ne peux pas faire que du Xiaomi parce que déjà au bout d'un moment, bah, j'en ai marre en fait de faire tout le temps la même chose. Ouais. Donc j'aime bien dans Xiaomi quand il y a des nouveaux projets, mais j'aime bien aussi lancer des nouveaux projets. Donc c'est vrai qu'à mon actif, bon, j'ai beaucoup de fail, mais j'ai lancé quand même une marque de t-shirt à un moment. Quand j'étais en école de commerce, c'était ma deuxième boîte. D'ailleurs, je me suis auto-sponsorisé mon BDE avec ma marque de t-shirt. Ça, c'était assez sympa. J'ai fait grossir dans le textile. Bah non, c'est pas un conflit d'intérêt. J'avais un tiers de ma liste qui était entrepreneur au BDE. Bah t'inquiète pas, hein, ceux qui voulaient poser de l'argent pour mettre en avant leur marque au sein de l'école, bah faites-le, il n'y a pas de problème. Tant qu'à faire. Bah oui, non mais je demande, on sait jamais, tu vois. Non, c'était un bon plan ça. Sinon, j'avais lancé une marque ça s'appelait l'Atelier clandestin de grossiste de t-shirts. J'ai levé des fonds dans des studios de production de musique. J'ai fait 2-3 trucs de finance, vite fait à gauche à droite pour essayer. J'ai vendu des vinyles aussi à un moment. J'avais récupéré une boîte de vinyles que j'ai racheté pour un prix ridicule. Et en fait, le type voulait se débarrasser de tous ces vinyles. Donc, je me suis amusé à vendre des vinyles, notamment à la mairie de Saint-Mandé. Ça m'amusait.
Enfin, j'ai testé plusieurs trucs. Et c'est vrai que bah, de temps en temps, tu essayes des trucs, ça marche pas. Et de temps en temps, tu essayes des trucs, ça march. Ok, alors, il y a deux trucs où je bloque là. Tu as vendu des vinyles à la mairie de Saint-Mandé? J'ai récupéré un stock de 3500 vinyles. Je me suis pris un stand à la mairie de Saint-Mandé. Et oui, j'ai vendu des vinyles là-bas. Ah, mais tu as fait un stand devant la mairie, c'est ça? C'est pas tu as Non, non, vendu non, des non. vinyles à la mairie? En fait, J'ai pas compris. il y avait un salon spécial vinyle qui avait Ok, lieu au sein de la mairie de Saint-Mandé. Du coup, j'ai pris un stand là-bas. ok, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment tu étais arrivé à la mairie, que je leur avais vendu des vinyles. Je me disais, il y a un truc, je ne le saisis pas là. Puis Et c'était aussi pour essayer de m'entendre avec la mairie vis-à-vis de Chummy Evans. Enfin, voilà. Et du coup, dans les rencontres sympas là-bas, j'avais rencontré notamment Jean-René Mariani, qui est le parolier Michel Polnareff. de Michel Polnareff. Tout à fait, merci. ça, eh ben, super intéressant. Et là, tu disais les bannis. Oui, et du coup, on a lancé un concept de banh mi avec un très bon copain qui est vietnamien. On a fait des tests, voilà, et on a créé la boîte en 2 semaines. Et en fait, j'ai trouvé un bar qu'un ami à moi tient, où on a pu tester et lancer le concept là-bas. Et du coup, la marque revient, donc Oli Banh Mi, revient sur les soirées Chomi à côté, ce qui me permet de me rajouter un revenu sur le côté. C'est là où je te disais tout à l'heure que dans le business, il faut jouer au Lego. C'est pareil, j'ai pris des parts dans une marque de CBD. Bah, là maintenant, je sais que lorsque je fais un gros event, bah, j'ai les banh mi en plus, j'ai le CBD en plus, j'ai le business model de Xiaomi qui est en place par rapport à l'événement en plus à côté. Donc voilà, ça me permet de faire des cumuls, en fait. On va peut-être parler des sujets qui fâchent, même si on en a déjà abordé pas mal. Est-ce que L'état français. on va peut-être y aller, très certainement. Mais est-ce qu'il y a des organisateurs de soirées à Paris qui te font honte? Alors, tu penses quoi de tes concurrents? Est-ce que Alors, tu peux en parler? moi de base, les organisateurs de soirées, c'est pas mes concurrents, c'est plus mes clients. Sur l'aspect agence d'événementiel, après sur l'aspect quand moi j'organise Après, des tu te soirées, produis aussi. en soi, là oui, là ça devient un peu mes concurrents quand même. Moi, en toute franchise, que chacun fasse son truc, mais au bout d'un moment, juste respecter au moins la sécurité du public et le public, en fait. Bah, après, C'est déjà au moins ça me paraît un minimum. Et après, bon, les aspects de l'égalité, il y a plein de gens qui respectent pas du tout beaucoup de choses. et justement, ouais, t'es full légal et tes concurrents ne le sont pas forcément tous. Est-ce que ça t'a déjà coûté un contrat voilà, d'être en fait un mec clean dans un milieu sale, quoi? Dans l'idée, moi, je vends pas des warehouse qui sont pas légales. Ouais. Donc, Avec forcément, des mineurs, par contre. non, mais non, les mineurs, non, Je merci, rigole. ça ira. Mais dans l'idée, il y a plein de mes concurrents, ils te vendent des warehouses dégueulasses et ensuite ils te demandent potentiellement un paiement en cash. Puis au milieu de ta soirée, quand toi tu es en train de réussir, ils te disent bon, tu peux me rallonger 6 000 € s'il te plaît, ta soirée est en train de marcher. L'organisateur il te regarde, il dit mais pourquoi je ferais ça? Ah bah parce que sinon mes vigiles ils vont me casser la gueule, sinon je te coupe l'électricité, sinon j'appelle les flics. Enfin t'as le choix en fait. Ouais. Donc après, c'est eux qui voient, hein. Si vous voulez bosser avec des mafieux, bossez avec des mafieux, hein. Si vous voulez avoir des problèmes avec la police, bah, c'est vous qui vous mettez une épée de Damoclès sur la tête, en fait. Moi je veux pas me mettre cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est tout. Chacun Ah, mais voit sa vision, hein. ouais, bah, t'as bien raison. Alors tout à l'heure, on va aller sur un autre sujet. Tout à l'heure, on disait que la Gen Z sortait moins, elle buvait moins, elle consommait moins. Et du coup, est-ce que c'est une génération fragile ou est-ce que c'est toi qui es un vieux con? C'est que cette génération qui a subi le Covid, je pense, et qui a loupé un stade au moment dans ton adolescence où quand tu commences à devenir étudiant, bon, en fait, bah, tu rencontres les autres étudiants, tu rencontres les autres adolescents, et en fait, tu fais des soirées à part, tu sors, tu fais des soirées sur les quais ou autre, tu vois. Et effectivement, bah, ils n'ont pas connu ça, du coup, bah, ça reste plus s'enfermer chez soi avec du TikTok, des jeux vidéo, C'est la tout ça. génération Covid. Ouais, c'est la génération Covid. Et c'est le Covid hein, qui nous a flingués, hein. Hmm. Encore actuellement, hein. Ben, on parle du Covid, c'est parfait. Le gouvernement a laissé crever l'événementiel pendant le Covid, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a eu des responsables, tu as des noms? Déjà, Madame Bachelot qui dit à l'époque que la nuit n'est pas du ressort du ministère de la Culture. Bah, dans ce cas-là, j'aimerais savoir, on est du ressort de quel ministère? Déjà, dans un premier temps, j'aimerais savoir ça.
Ensuite, bon, moi, j'étais pas du tout d'accord avec tout ce qui s'est passé à l'époque. Le confinement, un peu là comme les Chinois, et on n'est pas des Chinois, on est en France, ici quand même. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Je vais pas rentrer dans tous ces débats, mais effectivement, le président aurait dû, à partir du deuxième confinement, comprendre que c'est bon, on nous a vendu un truc qui est beaucoup trop disproportionné par rapport à la vérité, quoi. Et il n'y a pas grand monde qui s'est rebellé, et ça, je trouve ça un petit peu grave quand même. Parce qu'au final, il y a quand même des gens, que ça soit à droite ou à gauche, qui disent oui, on défend les libertés. Je suis désolé, je vous ai pas beaucoup vu à ce moment-là. Moi, j'étais un des premiers à râler sur les réseaux sociaux. Tout le monde m'a dit mais t'as pas de cœur, tu penses pas aux grands-parents, aux trucs, aux machins. Et écoutez, il y avait des systèmes à faire. Au bout d'un moment, bon, j'ai pas envie de dire Xavier Coche président, mais moi, si j'avais été président, ok, le premier confinement, C'est tu nous fais. qui nous appelons François, moi président. Tant que c'est pas François français. Mais du coup, j'aurais, ok, tu le fais le premier confinement, mais à partir du second, tu comprends qu'il y a du bullshit dedans. Au pire, tu dis aux jeunes, écoutez, les jeunes de moins de 40 ans, vu que vous risquez pratiquement rien, sauf ceux qui ont des comorbidités, bah, vous pouvez sortir. Effectivement, si tu vis avec ta grand-mère, bon, là, je peux comprendre que tu n'as pas envie de sortir et que tu as envie d'être en télétravail, mais moi, j'y vais tout seul, enfin, un moment, une partie avec ma copine de l'époque, mais majoritairement tout seul. Bon, je pouvais sortir et ça n'aurait rien changé au monde, en fait. Et c'est pareil, on se demandait, mais oui, mais comment tu fais pour faire les courses pour les gens plus âgés, etc. Bah, en fait, je sais pas, il y a des gens en banlieue, ils cherchent du travail. Tu aurais pu faire une sorte de Uber Eats d'État, où justement, tu emploies des jeunes défavorisés et tu leur proposes de faire du transport, machin, mais même des gens qui gagnaient plus un rond et qui étaient dans la galère, et ils l'auraient peut-être fait aussi, tu vois. Oui, surtout que ça Mais il y prend avait du d'autres temps. façons de faire. Parce que moi je travaillais dans la distribution à cette époque-là, donc je faisais des tournées, donc il y avait des boulots qui tournaient toujours, et ce genre de boulot aurait pu tourner. Et un autre truc, tu vois, par rapport aux grands-parents, moi, ma grand-mère est décédée l'année d'avant, et j'ai pu en profiter pour être à son chevet. Si ça avait été cette année-là, je ne sais pas comment ce serait passé, comment on l'aurait vécu, et je trouve que ça devait être très très dur pour les gens qui ont vécu ce moment-là. Et comme tu disais, protéger les grands-parents, oui, mais si c'était pour les laisser mourir tout seuls, non. Et il y a aussi un problème, c'est qu'au niveau des stats, on confond mort du Covid et mort avec Covid. Moi, Oui, j'ai perdu un proche pendant cette période-là, et en fait, ils ont dit qu'il était mort du Covid. Non, il n'est pas mort du Covid, il est mort d'un cancer, il est mort avec Covid. Et ouais. ça, c'est tout à fait différent au niveau des stats, et ils ont dopé aussi les stats comme ça. Alors là, justement, on parlait des décisions du gouvernement pendant le Covid. Alors toi, Xavier, président, euh, donc la gauche, en général, défend la culture, la droite défend le business, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Toi, tu fais les deux. Toi, tu fais les La deux. gauche défend sa culture et la droite défend son business. Et Mais inversement, en fait. non, mais oui, c'est ça. Mais grosso modo, voilà, la gauche et la droite ont gouverné alternativement depuis 30 ans. Et voilà, depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 4000 clubs en France à 1500 à l'heure actuelle. Du coup, voilà, entre la droite et la gauche, qui a fait le plus de mal Sur les clubs, depuis 30 ans? ça peut se discuter. Il peut y avoir les questions de fiscalité. Il peut y avoir les questions de est-ce que tu autorises ou pas les rave parties. Parce que, au bout d'un moment, si tu les autorises, bah évidemment, ça fait moins de fréquentation. Alors, je dis rave party, mais en fait, c'est free party, il faudrait dire. À un moment, si tu autorises les free parties, évidemment, bah, les établissements, bah, ils ont moins de monde chez eux. Au bout d'un moment, c'est logique aussi. Il y a l'inflation aussi qui a beaucoup joué. Les gens, ils ont beaucoup moins d'argent aujourd'hui qu'à l'époque. Clairement, ça se Tu ressent le ressens? directement. Ah oui, oui, ça se ressent directement. Sur 20 ans, oui, oui. Oui, il y a vraiment une vraie diminution du pouvoir d'achat. Et de toute façon, on le voit, hein, l'inflation, on nous parle d'une inflation à 3% par an. Quand tu vois le gaz, l'électricité, différents choix qui ont été faits aussi vis-à-vis de ça en France, bon, le nucléaire, je suis pas sûr que c'était une très bonne idée de dire non, le nucléaire, faut pas le faire parce que c'est pas propre. Au bout d'un moment, c'est l'énergie la moins décarbonisée qui existe. C'est les Faut le Français. garder. Et en plus, c'est un génie français et en fait, on est en train de le tronquer. Et ça me paraît pas cohérent en fait.
Ouais. Non, mais en plus, moi, sur le nucléaire, je te rejoins totalement, mais il y a quand même un petit problème aujourd'hui. On est à la merci des États-Unis là-dessus, puisque c'est eux qui ont maintenant Alstom, qui fait une partie de la production des centrales nucléaires, et il suffit qu'on soit en désaccord avec eux. Par exemple, à l'époque, Chirac avait dit non à la guerre en Irak, pour qu'ils puissent dire, ben non, on fait la grève sur la maintenance de ça, et là, ça met tout le pays en danger. Et pourtant, je suis pour le nucléaire, hein. Oui, mais Mais le tu vois, problème, c'est qu'il faut arrêter aussi de tout tronquer, là, depuis Macron, à tout vendre aux Chinois, que ce soit les aéroports, les trucs, ou aux Américains, en fait. oui, Il y a de ça aussi. Au bout d'un moment, tu es en train de vendre la France à c'est ça. l'étranger, et c'est pas terrible pour notre économie, au bout d'un moment. pas Et mal notre du tout. souveraineté nationale aussi. Tu parlais de Free Party il y a 2 secondes. Une soirée techno sans drogue, est-ce que c'est un mythe, un idéal, un mensonge qu'on se raconte pour que l'État nous fiche la paix? Il doit y en avoir où il y a vraiment 0% qui prennent de la drogue. Attention, Alors t'as nous, organisé ça. nous, effectivement, je crois que dans Chaumy, on fait partie des soirées techno où tu as le moins de drogue. Clairement. Après, il y a toute une politique de précaution aussi là-dessus. Puis il y a de la fouille à l'entrée, enfin, en fait, les choses classiques. Mais effectivement, nous, on a de la chance, on n'a pas les drogues les plus dangereuses qui apparaissent dans nos soirées, à savoir, j'ai jamais eu d'histoire avec les seringues. Une seule fois, on a eu un type qui s'est pointé avec des seringues à l'entrée. Il n'est pas entré. Voilà. On n'a pas d'histoire avec le GHB. C'est quand même un des autres fléaux de l'organisation. Après, voilà, il y a bien quelqu'un qui va se prendre une ligne de coke à un moment et je vais pas le voir. Et il y a bien quelqu'un qui va se prendre un paradé ou un ecstasy et je vais pas le voir, oui. Mais bon. Et justement, dans les seringues, parce que c'est quelque chose qui est apparu ces dernières années, qu'est-ce qu'il y a dedans? Par exemple, dans celui que tu as. Alors, certainement du GHB. Ouais. Après, j'avoue que je suis pas un professionnel de la seringue, mais Non, mais tu disais que tu en avais attrapé un, donc mais oui, enfin, je me suis pas amusé à garder le sac de. Enfin, si d'ailleurs, ils l'ont gardé le sac de seringue, la Sécu d'ailleurs, je dis une bêtise. bah, Mais on s'est pas amusé à regarder ce qu'il y avait dedans. mm. De toute façon, le type, il allait pas. Enfin, c'était pas un docteur qui allait faire. Qui allait faire une prestation au milieu de ma soirée, clairement. Donc bon. C'est clair que non. Non, non. Mais dans un cas comme ça, t'appelles pas la police, par exemple? Non. Là, Plutôt, ils ont appelé la police derrière, mais déjà, dans le cas de warehouse, t'as pas forcément toujours envie que les flics viennent et te fassent un checking en termes de contrôle, même si en soi, venez me contrôler, de toute façon, je suis en règle, donc il y a pas de problème. Mais c'est vrai que je préfère passer 1 heure et demie de mon temps dans la soirée à gérer mes équipes ou juste à profiter que avec la police, en fait. Voilà, Oui, non. ça peut se comprendre, mais évidemment, quand tu es dans un cadre, dans un club, là, tu appelles la police tout de suite, il y a même pas de question à se poser là-dessus. On arrive à la dernière partie du podcast, la conclusion. Et la question qu'on se pose, c'est quel conseil tu aurais aimé donner à ton toi de 20 ans qui se lance et que personne t'a donné? La détermination, je l'avais quand même, mais certainement de pas se prendre la tête. En fait, dès le début, il y a tout le monde qui me disait: «Mais tu n'y arriveras jamais avec ça, tu n'arriveras jamais à en vivre». Bon, à 20-21 ans, j'en vivais très bien, hein, et en plus j'étais étudiant, j'étais chez maman, c'était très bien. Bon, là, après, il y a des périodes où c'est plus dur que d'autres. Au bout d'un moment, si tu travailles et si tu es déterminé et si tu as confiance en toi, ça va. Le seul problème, c'est quand tout chute autour de toi et que tu es en train de douter de toi, et au final, faut vite se reprendre et pas se poser de questions, en fait. Et aussi, de faire attention, si c'est moi d'il y a 10 ans, de faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui te vendent, pardon, monts et merveilles, et au final, il y a que du vent. Et maintenant, je suis beaucoup plus sévère sur quelqu'un qui va me dire: «Eh écoute, j'ai un gros projet, je vais te ramener du 2000 personnes». Non, écoute, tu as fait toute ta vie des soirées à 200-300, viens, on en fait déjà une à 400-500 et viens, on monte progressivement. On va pas faire du 2000 tout de suite, parce que ça, c'est la meilleure solution pour se casser les dents, en fait. Et pour pas beaucoup. Et pour perdre beaucoup, en plus. On arrive maintenant à la fin. Si tu devais nous conseiller quelqu'un à inviter sur ce podcast, ce serait qui? Moi, je vous conseille d'inviter Alex Vallard de Groove Boy Project. Il a son propre studio de musique. Ça fera un petit parallèle avec moi
sur le fait que il est DJ producteur dans tout ce qui est house, garage, tout ça. Il a son studio de musique à côté, donc c'est en plus de son côté entrepreneurial artistique, il a aussi tout le côté gestion d'un établissement, d'un business physique, de le faire tourner, que ça soit avec des tournages, que ça soit avec de la création de musique, des mastering, etc. Et, euh, et il a quand même un beau CV de festival qu'il a fait, où il pourra vous raconter pas mal d'anecdotes dans des festivals, en club ou autre. Euh, Potentiellement avec Luca Monet, son binôme, s'il est là. Enfin, s'il répond présent. Ouais, top. Merci beaucoup. Merci François. Merci. Merci à vous deux de m'avoir invité. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec C'est toi. partagé. Donc on se fait la bise. On peut.